Voilà, je vais vous faire voyager un petit peu plus loin. Bonsoir à tous, Jean-Christophe Milot, donc membre de l'association calédonienne d'astronomie. On va essayer de regarder comment, et en particulier lors de la mission Apollo, quels moyens on a pu utiliser pour naviguer dans l'espace jusqu'à la Lune, et puis dans les missions plus récentes jusqu'à l'orbite de Pluton, et puis dans des projets futurs jusqu'aux étoiles les plus proches. Alors, quand l'homme a voulu s'échapper de la gravitation terrestre et aller vers, dans un premier temps, vers la Lune, il a eu un certain nombre de problématiques à résoudre, et pas des moindres. Et puis aussi, il y avait un certain nombre de besoins. Bien sûr, on a besoin de positionner cette sonde spatiale, ce satellite, s'il tourne autour de la Terre, ou une sonde s'il part vers une autre planète. On a besoin de son positionnement, mais on a besoin de façon très précise d'avoir son attitude. Autrement dit, dans les trois dimensions de l'espace, dans quelle direction pointe eh bien l'antenne de communication qui va rendre les informations vers la Terre, ou bien le télescope qui va observer la planète ou le satellite de Jupiter de façon très précise, avec un angle de façon le plus précis possible. Donc ça, c'est des informations essentielles pour la navigation dans l'espace. Et puis, les problématiques, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien, il y a le mouvement, parce que non seulement la sonde spatiale est en mouvement, mais l'ensemble des corps célestes sont aussi en mouvement. La Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre. Et puis, les planètes tournent aussi autour du Soleil, etc., etc. Donc, tout l'ensemble des systèmes de repérage est en mouvement, à part les étoiles qui sont, on va dire, de façon générale, de façon globale, fixes, ou du moins assez fixes pour être considérées comme fixes, en tout cas dans le système solaire. Et puis, deuxième problématique, les distances. On ne parle pas d'une traversée d'océan de quelques milliers de kilomètres. Pour aller à la Lune, c'est 400 000 kilomètres. Pour aller à Pluton, c'est 5 milliards de kilomètres. Et pour aller à la plus proche étoile, là, ça devient des chiffres astronomiques, 40 000 milliards de kilomètres. Donc, pour avoir une certaine précision et arriver à l'orbite de Pluton à quelques kilomètres près, il faut vraiment avoir des instrumentations très précises également. L'autre point, et c'est lié à la distance, c'est la communication. Quand on envoie un message à une sonde qui est à l'orbite de Pluton, il faut 5 heures pour que la sonde reçoive le message, et donc il faut encore 5 heures pour que le message, la réponse revienne sur Terre. Donc ces systèmes doivent être, on va dire, autonomes pour pouvoir travailler eux-mêmes et naviguer eux-mêmes sans qu'on ait besoin de relayer l'information et sans qu'on ait besoin de systèmes sur Terre pour pouvoir les piloter. Et puis dernière problématique, la gravitation, puisque on navigue pas sur un système sur mer ou sur Terre où on est posé sur un sol. On n'est pas non plus simplement dans un avion avec la gravitation terrestre. Là, on va aller vers la Lune avec les gravitations du Soleil, de la Terre, du système Terre-Lune. Et puis c'est encore plus compliqué quand on va explorer d'autres planètes où on ne connaît pas forcément toutes les caractéristiques physiques précises de ces planètes, et donc on va devoir estimer au mieux la gravitation et l'impact que ça a sur les trajectoires prévues de ces sondes spatiales. Donc toutes ces problématiques, elles ont été abordées et résolues lors de missions spatiales. Et je vais détailler un petit peu ce qui s'est passé lors des missions Apollo. C'est le 50e anniversaire d'Apollo 11. Mais je vais parler de deux autres missions Apollo 8 et Apollo 13. Ça, c'est le schéma d'une mission Apollo. Et donc, dans ces différentes phases, on va utiliser différents systèmes de navigation. Alors, on a parlé de centrale inertielle. Il y avait une centrale inertielle sur les vols Apollo, constituée de trois gyroscopes.
Et cette centrale inertielle servait effectivement à la navigation. Et il y avait également quelque chose de très important, c'est un ordinateur embarqué qui permettait de façon autonome de pouvoir diriger avec les données des gyroscopes et des accéléromètres, de pouvoir diriger la navette, enfin disons la sonde Apollo. Et puis au-delà de ça, on avait équipé, on a parlé aussi de ces instrumentations sur des systèmes maritimes, on a équipé ces sondes de radar parce que lors de l'approche de la Lune, par exemple quand le LEM va se poser sur la Lune, eh bien il a utilisé un radar pour pouvoir déterminer où il se situait par rapport à la Lune. Et puis lors des phases de rendez-vous, lorsque le LEM redécolle et va rejoindre le module qui est resté en orbite lunaire, eh bien chaque équipement était équipé de radars qui permettaient d'avoir une précision indispensable à la bonne marche du rendez-vous. Donc on a utilisé tous ces systèmes-là. Mais ça suffisait pas parce qu'on voulait vraiment rendre les satellites Apollo autonomes. Et donc on a équipé ces satellites de quelque chose qu'on a appelé un sextant. Alors ça ressemble pas à un sextant, ça ressemble à ça, mais ça a toutes les fonctionnalités d'un sextant. Autrement dit, ça va par un système de miroir mettre en conjonction, superposer deux astres, ou bien un astre et puis un horizon, l'horizon terrestre ou l'horizon lunaire. Et puis par ce système de superposition et de miroir, on va mesurer un angle, et cet angle va être enregistré dans l'ordinateur de commande, et par un système d'éphéméride, eh bien l'ordinateur de commande va pouvoir déterminer, avec plusieurs mesures de plusieurs angles, de plusieurs astres, va pouvoir déterminer en particulier le positionnement et l'attitude de la sonde spatiale. Alors pour être un peu plus détaillé, en fait, comment est-ce que ça fonctionnait? Vous voyez qu'il y a deux sur ma droite là. Sur la droite de l'image, vous avez deux oculaires. Un premier oculaire au premier plan qui est un oculaire de visée. En fait, sans grossissement, c'est-à-dire grossissement 1, on regardait simplement à travers un système de visée qui permettait de faire une visée grossière de l'étoile qu'on voulait viser. Et puis le deuxième oculaire que vous voyez derrière, qui est un peu plus massif, est une lunette astronomique avec un grossissement de 28 fois et qui permettait, par un système de joystick qu'on ne voit pas, mais on voit sur la vignette en haut Jim Lowell, donc le navigateur, parce que c'était vraiment le nom du rôle, le navigateur d'Apollo 8, en train de manipuler des joysticks pour pouvoir bien aligner l'étoile qu'il visait, et ensuite avec un système de miroir aligner cette étoile et puis soit une autre étoile, soit une planète, soit l'horizon de la Terre. Le plus souvent c'était l'horizon de la Terre. Et donc ce système a été mis en place pour plusieurs raisons. On va rejoindre ce qui a été dit précédemment. C'était de la fin de la guerre froide, mais on était encore dans la guerre froide, et donc la NASA avait une grande peur que les systèmes de communication soient brouillés par les Russes lors des missions spatiales, et donc on avait besoin d'un système de navigation autonome. Il fallait pas, même si on pouvait renvoyer des communications, il y avait des ordinateurs beaucoup plus puissants sur Terre pour pouvoir faire les systèmes, pour pouvoir calculer tout ça, mais il fallait rendre le système autonome, et donc là on avait un système, on va dire manuel entre guillemets, mais quand même un peu automatisé, puisque l'angle qui était formé en bougeant le miroir était lisible sur des petits trous. Si vous regardez sur la pièce de gauche, il y a des espèces de petits trous dentés, un petit peu l'équivalent des roues que vous avez sur votre compteur d'eau, électricité, s'il n'est pas encore digital, bien sûr. Donc ces petits trous indiquaient l'angle, et cet angle était reporté sur l'ordinateur de commande, et c'était ensuite l'ordinateur de commande qui calculait, lui, l'attitude
l'altitude du vaisseau. Alors ça a été ensuite un dispositif de secours parce que eh bien les centrales à inertie étaient plus précises que au début des années 60, quand Apollo est parti sur la Lune dans les années 68-69, les centrales à inertie ont gagné en précision et donc c'est devenu un dispositif de secours. Mais ce dispositif de secours, il a servi sur la mission Apollo 8 parce qu'en faisant une mauvaise manip, on a écrasé un certain nombre de données de l'ordinateur sur le positionnement initial des centrales à inertie. Et donc Jim Lowell a dû refaire manuellement, reprogrammer le positionnement et indiquer à l'ordinateur qui a lui-même indiqué au gyroscope où les gyroscopes se trouvaient, quels étaient les angles de départ de ces gyroscopes. Et donc la machine a été réinitialisée par l'intermédiaire de ce système manuel. Et puis, sur Apollo 13, mission qui a avorté avec l'explosion de réservoirs d'oxygène, Apollo 13 a quand même fait le tour de la Lune, mais en revenant, a dû faire des manœuvres assez spécifiques et qui n'étaient pas, on va dire, du programme Apollo. Et donc ces manœuvres ont fait en sorte que le système de la centrale à inertie s'est mis à délirer un petit peu. Et donc il a fallu la réinitialiser. Et on va dire la chance là-dedans, c'est que le capitaine de la mission d'Apollo 13, c'est Jim Lowell, donc le navigateur de la mission d'Apollo 8, qui a dit à ce moment-là, j'ai déjà fait ça. Et donc, il a, avant de rentrer dans l'atmosphère, pour avoir avec précision l'attitude du vaisseau et pour pouvoir rentrer avec des chances de survie dans l'atmosphère, on en a vraiment besoin. Eh bien, il a reprogrammé la centrale à inertie par l'intermédiaire du sextant que vous voyez là. Donc, cet instrument qui a servi dans la navigation du temps de Magellan, qui sert encore dans la navigation actuellement, il a servi également dans il y a 50 ans pour les missions Apollo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur les missions plus modernes ? Je vais parler de deux missions. Une mission actuelle, c'est l'actualité aussi de 2019, la sonde New Horizons. C'est une sonde qui a été lancée en 2006 pour aller explorer Pluton. Elle est passée à côté de Pluton en 2015 et elle est passée le 1er janvier 2019 à côté d'un astéroïde qui s'appelle Ultima Thule et qui est encore 1 milliard de kilomètres plus loin de Pluton. Pluton est à 4 et quelques milliards de kilomètres, Ultima Thule est à plutôt 5,5 milliards de kilomètres de la Terre. Et donc pour aller assez près de ces astres, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, maintenant, on a une précision au niveau des centrales à inertie, on a vu, qui sont, on va dire, assez importantes. Mais au bout de 9 ans de voyage, parce qu'il a fallu 9 ans pour aller jusqu'à Pluton, au bout de 9 ans de voyage, il y a une certaine dérive. Donc, on utilise des systèmes avec des capteurs qui vont prendre une photo des étoiles et puis qui va les comparer à un atlas stellaire. Et la comparaison ou l'écart d'angle va indiquer à l'ordinateur du vaisseau spatial qu'est-ce qu'il faut faire et comment réorienter et recaler les centrales inertie pour pouvoir avoir les bonnes données du système de navigation de base. Donc on utilise non pas un sextant, mais un système de comparaison entre une vision optique et puis ce système les données sont ensuite rentrées bien sûr dans un ordinateur. Et puis après l'avenir c'est quoi ? C'est par exemple une mission, un projet Breakthrough Starshot, c'est d'envoyer un vaisseau spatial propulsé par un rayon laser émis sur Terre avec une voile comme une voile solaire, mais une voile propulsée par un rayon laser, un vaisseau spatial vers la plus proche étoile, vers Proxima du Centaure. C'est à 40 000 milliards de kilomètres, à 4,2 années-lumière. Donc là, le signal, c'est 4 ans pour aller et 4 ans pour revenir. Et donc le défi, c'est quoi ? C'est que le vaisseau spatial, c'est un microsat, même on parle de picosatellite, et le projet, c'est de faire tenir l'ensemble du satellite en 1 gramme. Et donc il faudra bien sûr que l'ensemble des données, y compris la navigation, y compris l'ordinateur de calcul, etc., soit sur un microchip d'1 gramme,
à peu près probablement 2 cm sur 2 au centre de la voile. La voile fait à peu près 2 mètres sur 2, 4 mètres carrés. Et donc ça c'est l'avenir, et le défi scientifique s'il en est, c'est de faire tenir l'ensemble de ces données, y compris des programmes d'intelligence artificielle, parce que quand on arrivera à proximité, il va falloir que le satellite il reconnaisse qu'est-ce qu'il est en train de voir et comment orienter ses capteurs pour pouvoir récupérer les meilleures informations et les envoyer sur Terre. Donc on va embarquer également des systèmes d'intelligence artificielle là-dessus pour pouvoir naviguer au mieux vers les plus proches étoiles. Voilà, je vous remercie de votre attention.